Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé en partenariat avec l'IFEC sur un sujet qui nous touche tout particulièrement en ce moment, c'est comment automatiser la gestion des factures. Le vrai sujet, c'est pourquoi simplifier la gestion du cycle de vie des factures, et c'est un enjeu de plus en plus stratégique pour votre profession. Alors c'est vrai que dans un contexte où des exigences réglementaires se renforcent, où la facturation électronique devient de plus en plus importante et au cœur de vos réflexions, la vraie question qui se pose, c'est comment apporter plus de conseils stratégiques en tant qu'expert comptable aux entreprises. Et pour cela, c'est du coup comment se libérer du temps sur la production comptable et la gestion des factures. Donc tout ça, en fait, est devenu un enjeu et libérer du temps pour gagner plus de temps sur la partie conseil. Du coup, je suis ravie d'accueillir avec moi aujourd'hui Pascal Castanet. Donc moi-même, je suis Béatrice Piquer, directrice générale d'Ingénéo, et je suis accompagnée de Pascal Castanet, que vous connaissez probablement, qui est associé gérant chez Fisancia et vice-président du CNOEC. Petite introduction du coup que je viens de vous faire rapidement. Alors on a un contexte réglementaire qui va démarrer assez rapidement sur 2026. On a de plus en plus des entreprises qui se posent la question de comment adopter la facturation électronique. Et c'est vrai que ce qu'on voit quand on interroge les entreprises, c'est que à peu près 70% des entreprises qu'on interroge, TPE, PME, comptent vraiment sur leur expert comptable pour les accompagner sur cette bascule vers la facturation électronique. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'elles attendent aussi énormément de leur expert comptable sur un accompagnement stratégique sur la gestion comptable et financière de leur organisation. Et enfin, le troisième sujet, c'est comment le cabinet d'expertise comptable peut se libérer du temps pour répondre à ces nouveaux enjeux supportés et demandés par les entreprises. Alors du coup, Pascal, peut-être si on peut commencer par déjà ton cabinet, si tu peux te présenter en quelques mots et nous présenter le cabinet Fisancia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de pouvoir participer à ce webinaire. Alors, Fisancia, c'est quoi? Je l'ai créé en 2005. Je suis parti de zéro et après, j'ai racheté un petit cabinet où il y avait 3 collaborateurs. À la date d'aujourd'hui, on est 2 associés, on a 2 sites et on est 10 collaborateurs, voilà, pour à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est grosso modo, voilà un peu où on en est. Donc, 2 sites, ça c'est important aussi pour la suite de la présentation qu'on va avoir parce que ça veut dire 2 équipes aussi à 2 endroits différents et centraliser tout ça, c'est aussi pratique. Alors du coup, moi j'ai une question pour toi, Pascal. C'est avant de passer sur le choix de la solution, c'est quelle réflexion vous avez mis en place au sein du cabinet et qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher vers l'automatisation et la simplification de la gestion des factures? Wow, ça date un petit peu puisque tout ça part d'une réflexion qu'on a eue en 2018 où on parlait, je vous rappelle, on commençait à parler de la facture électronique déjà à l'époque. Vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui la facture électronique et j'avais 2 jeunes qui risquaient de s'associer avec moi et on est parti d'une réflexion, on a fait du brainstorming et on s'est dit on fait 95% de notre chiffre d'affaires sur les 90% sur de la compta et de la remise de bilan. Comment peut-on changer ça? Avec la facture électronique, il va falloir se diversifier. Et comment on peut faire? Donc tout part de là où on a essayé d'aller chercher des pistes, on a posé notre stratégie par écrit et on l'a présenté à nos collaborateurs. Ça nous a valu quelques tracas aussi. Mais en tout cas, c'est parti de là et donc on s'est dit il va falloir diversifier nos missions. Alors tout y est passé, on a tout évoqué, on est parti sur plein de choses et on en a choisi quelques-unes qui sont à l'heure actuelle en place. Ça a été en 2018, ça a été de choisir la gestion patrimoine comme nouvelle mission, ça a été de choisir le DAF externalisé, ça a été de choisir tout ce qui est durabilité et RSE. On en parlait beaucoup moins que maintenant. Et une fois qu'on a posé ce constat-là, on était 12 salariés à l'époque et deux associés.
Et là, on s'est dit, OK, c'est bien beau, mais on est au taquet. Les collaborateurs n'ont pas de temps, on est en production. Comment faire pour pouvoir développer ces nouvelles missions? C'est-à-dire, ça va vouloir dire former les collaborateurs à ces nouvelles missions. Ça veut aussi dire du temps pour pouvoir les former. Et donc, il se trouvait que j'étais le responsable de toute la partie numérique au conseil régional de Languedoc-Roussillon de Montpellier à l'époque. Et donc, on est parti de là. Et lors d'une discussion pour organiser le cabinet du futur, donc la journée du numérique, il y a un expert comptable qui me dit, moi j'ai vu un truc génial pour un client. Ça s'appelle Ingénéo. Il ne côtoie pas le monde de l'expertise comptable à l'époque. Et ça serait bien qu'on se rencontre. Et tout est parti un petit peu de là, puisque une fois qu'on a posé un peu notre stratégie, on se dit comment dégager du temps. Ça passera par du numérique. Et il va falloir qu'on recherche des solutions informatiques pour nous faire gagner du temps. Ouais. Alors, il en existait peu à l'époque. Hein. Il faut se replacer en 2019. Donc, D'accord. Donc, 2010, ouais. Oui, donc, le Béatrice. vrai sujet pour vous, Pascal, c'était vraiment de dégager du temps. Donc, c'est ce qu'on a dit un peu en introduction, hein, c'est dégager du temps sur la production de votre métier de base, la production comptable et la gestion des factures, pour pouvoir justement supporter vos trois axes de différenciation qui sont la gestion du patrimoine, la data analysis et la durabilité, tout ce qui est RSE, c'est ça? Tout à fait. On était vraiment sur ce schéma-là, en sachant qu'on voulait que dégager à peu près 20% de temps par collaborateur. Alors, sur les 12 collaborateurs que l'on avait, on avait une personne qui faisait administratif et une moitié sociale, une personne qui faisait du social. Et donc, on avait en gros 10 collaborateurs qui faisaient que la vente et D'accord. production. D'accord, très bien. Et donc, l'idée, c'était de mettre en place une solution qui vous permette de dégager ces 20% de temps par collaborateur. C'est Alors, c'est ça. vrai qu'en 2018, c'était assez précurseur parce que les réflexions n'étaient pas du tout dans cet axe-là. En fait, la facturation électronique, on était vraiment aux prémices des réflexions et aux prémices, du coup, de l'impact de la facturation électronique sur la nécessité de diversification des cabinets. Tout à fait. En sachant que je dématérialisais déjà mes factures depuis 2009. D'accord. Voilà, donc tout ce qui est facture et uniquement facture d'achat a été dématérialisé et saisi avec un gros travail de préparation des D'accord, dossiers. ok. Et donc, pourquoi vous avez opté pour la solution Ingénéo en 2018, du coup, si je reprends ce que vous nous dites? Alors non, alors en 2018, on a brainstormé parce qu'on avait une solution qui ne faisait pas forcément gagner de temps. Pourquoi? Parce qu'il y D'accord, avait des très gros paramétrages à faire pour la saisie. C'est-à-dire, comme on faisait, il fallait lui dire tel fournisseur, c'est tel compte, c'est tel ci, c'est tel ça, et tout paramétrer. Et dès qu'on avait un dossier, c'était assez lourd. Donc, on avait zéro gain de temps en termes de saisie. On perdait même du temps par rapport à la saisie traditionnelle qu'on pouvait avoir. Par contre, on en gagnait un petit peu en révision, parce qu'on avait des pièces qui étaient quand même attachées à nos écritures. Et là, on s'est dit, il faut faire un tour du marché pour voir ce qui existe. Et en 2019, en mai 2019, au travers de la commission numérique du conseil régional, on audite un peu certaines solutions qui existent, qui sont précurseurs ou pas, parce que certaines disaient précurseurs, d'autres qui n'étaient pas trop, d'autres étaient peut-être un peu plus. Et donc, on sélectionne trois solutions qui vont pitcher pendant 10 minutes sur notre journée du cabinet du futur, dont Ingénéo à l'époque, que l'on a rencontré. Et j'ai eu la chance de voir les ingénieurs à l'époque, d'être en contact direct avec les ingénieurs pour voir la réalité des propos qu'ils tenaient. Pourquoi? Parce que on m'a parlé déjà en 2019 un peu d'IA ou de choses un peu similaires. Chacun plaçait son IA un peu entre guillemets un peu partout.
Alors, il y avait de l'IA, il y avait de la fausse IA. Moi, j'ai tendance à dire de l'IH, de l'intelligence humaine, puisqu'il y en avait beaucoup, c'était de la ressaisie à l'étranger, ce qui ne me convenait pas, moi. Voilà, c'était vraiment de l'IA. Et donc on a fait pitcher ces trois solutions différentes, dont Ingénéo. Et les contacts ont fait que la solution m'a plu. Pourquoi? Parce que c'était vraiment alors c'était les prémices de l'IA, hein, c'est pas l'IA qu'on voit maintenant, mais c'était vraiment de Mhm. l'IA qui était derrière. La solution n'était pas parfaite, puisque ça apprenait au fur et à mesure. On n'avait pas 100% de reconnaissance, mais on avait déjà une pré-programmation automatisée au travers déjà des dossiers qu'on avait à N-1, des faits qu'on pouvait avoir. Ça allait rechercher des informations et ça apprenait plutôt pas mal. Donc en juin 2019, on décide d'adopter Ingénéo en se disant de toute façon il faut essayer, et donc on bascule de la solution que l'on avait sur Ingénéo. Ingénéo qui a proposé donc nous les atouts qu'on avait vus à l'époque. C'était le moindre paramétrage qu'on pouvait faire sur les dossiers, donc un gain de temps à ce niveau-là sur tous les dossiers qu'on allait, tous les dossiers qu'on transférait et tout ce qu'on allait rentrer par la suite. Et c'est surtout ce qui m'a plu, c'était la proximité qu'on pouvait avoir avec les ingénieurs. Et j'avais eu avec eux un échange qui m'avait dit, mais de toute façon, on souhaite le faire développer, on souhaite le développer, si tu veux participer, tu es le bienvenu pour essayer de voir tes attentes, les attentes de la profession, parce qu'ils n'étaient pas sur le secteur de l'expertise comptable à l'époque, Mhm. mais de l'entreprise. Et donc, leur vision m'a plu à l'époque en 2019. Donc, depuis, elle a beaucoup évolué. Mhm. Voilà. Mais voilà ce qui m'a fait prendre Ingénéo à l'époque. Et je suis toujours Ingénéo, donc ça veut dire que C'est que ça se passe pas trop mal. voilà. Du coup, Pascal, comment ça s'est passé la mise en œuvre concrètement? Moi, si je me penche sur la solution, en fait, donc vous recevez des factures. Est-ce que vous donnez accès au portail à vos clients pour qu'ils déposent ces factures, ou comment ça s'est passé au début et comment vous avez évolué dans le temps avec l'utilisation de la solution vis-à-vis de vos clients finaux? Alors, comment ça s'est passé? Au départ, on a donné accès à la plateforme pour que les clients puissent déposer. Et on a fait alors, comme toujours, on avait des dossiers qui déposent les papiers au bureau. Donc, c'est nous qui scannions. Euh, voilà. Et après, sur les autres qui étaient déjà habitués, on leur a mis à disposition la plateforme et ils déposaient sur la plateforme. Donc, ça s'est passé comme ça dans un premier temps. Alors, on a une particularité, c'est que comme on veut que les dossiers soient à jour au mois, on a tous nos dossiers en TVA au mensuel. Donc, ce qui oblige les clients à nous déposer, soit sur la plateforme, soit au cabinet, tous les mois les documents. On n'avait que 4-5 dossiers qui étaient un régime simplifié. Tout ça pour pouvoir apporter derrière du conseil et pour pouvoir développer d'autres missions. Euh, Après, ça a évolué. Petit à petit, ça a évolué puisque d'autres solutions ont été proposées, notamment les prises de photos. Alors, au départ, ça marchait pas très bien, hein, on va être franc. Ça s'est beaucoup amélioré au fur et à mesure puisqu'on a lancé la prise de photos. On n'a pas eu des très bons retours, donc on est revenu en arrière. Et là, maintenant, on est sur à plusieurs niveaux, c'est-à-dire on a les clients qui déposent en direct, soit par le transfert de mails, des PAM, donc des mails spécifiques qui arrivent. On a les prises de photos des clients. On utilise aussi le scrapping, beaucoup le scrapping avec avantage et inconvénient du scrapping, c'est les changements de code de mots de passe des clients il faut qu'ils Ouais. renouvellent, voilà. Mais ça, voilà. Donc, ça marche. On utilise les différents canaux que propose Ingénéo vraiment pour récupérer au maximum et simplifier la vie de nos clients. Et à la date d'aujourd'hui, on doit être à
allez, 90%, voire 95% de dossiers qui sont faits par les clients, qui sont déposés. Tout ce qui est facturation, c'est fait par les clients. Il y en a, allez, 5% encore qui apportent au cabinet. C'est vraiment à la marge sur quelques dossiers. D'accord. Et ils utilisent l'application mobile ou ils se connectent directement sur le portail via leur ordinateur? Les deux. Ça va dépendre Les deux. franchement. D'accord. Ouais, ça dépend vraiment du client. Il y a des clients qui se connectent sur la partie mobile parce que bon, ils sont en clientèle et ça peut être facile de temps en temps de faire voilà, ils prennent une photo, ils se connectent là-dessus. Une grosse partie vont quand même sur le site en direct. D'accord. Ok. Très bien. Et du coup, vous parliez tout à l'heure, Pascal, du gain de temps sur le paramétrage des dossiers. Donc, comment ça s'est passé vis-à-vis de vos collaborateurs, la prise en main de la solution, et deux, vis-à-vis des entreprises clientes que vous accompagnez? Parce que c'est vrai qu'en 2019, si on se repenche en arrière, c'était quand même assez innovant. Donc, pour les collaborateurs qui avaient l'habitude de faire de la saisie manuelle, donc il y a tout un accompagnement au changement. Et après, vis-à-vis des entreprises clientes aussi, utiliser un mobile pour faire des photos, pour déposer des factures ou même déposer ces factures en version électronique, c'est pas forcément évident. Comment vous avez fait pour simplifier cette prise en main de part et d'autre? Alors, sur les collaborateurs, on leur a expliqué, on a fait des réunions d'information pas mal pour expliquer le métier qui évoluait et la nécessité que nous, on évolue aussi avec le métier. Alors, je ne vous cache pas, ça n'a pas été facile en 2019. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à faire accepter aux collaborateurs. En 2019, ça n'était pas c'était pas aussi facile que ça, avec des collaborateurs qui ne voyaient pas l'évolution du métier à l'époque. Donc, j'ai eu 3 départs sur 12 en 2 mois. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas dire que c'était facile, c'est clair. Par contre, on les a épaulés. On avait un responsable de projet, c'était un mémorialiste qui a fait son mémoire là-dessus et qui a eu son mémoire là et qui est devenu notre associé qui était là-dessus, qui accompagnait les collaborateurs au quotidien pour vraiment débloquer toute situation qui pouvait être problématique et qui était en lien directement avec l'ingénierie. Donc ça, c'était le premier aspect, c'est vraiment d'avoir une personne dédiée dans le cabinet pour ça. Et pareil avec les clients, c'est-à-dire c'était un peu le welcomer du cabinet, c'est-à-dire c'était lui qui installait les solutions, c'est lui qui montrait. Alors à l'époque, on avait aussi, vous l'avez oublié, mais on avait aussi les scanners. Les scanners le client scannait, disait que c'était de l'achat, ça allait directement dans le dossier du client sur Ingénéo. Et donc ça, c'était bien pratique. Donc c'était le cabinet qui proposait ça. On le revendait à l'euro à l'époque. Et donc le client avait la possibilité de prendre le scanner et ça allait directement sans qu'il ait à ouvrir quoi que ce soit. Voilà, pour simplifier. Ça, il n'utilise plus du coup le scanner. Non, je Non. l'utilise plus du tout Ok. pour des raisons de facturation, de simplicité. Maintenant qu'il y a la prise de photo, il n'y a franchement plus besoin du tout Plus d'avoir d'intérêt. souci de scanner. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez facile. Voilà. Donc, je pense que ce soit au niveau client et au niveau collaborateur, il est impératif d'avoir un responsable de projet qui puisse débloquer toutes les situations très rapidement et qui centralise un peu toutes les problématiques. Voilà. Donc là-dessus, ça a été réunion régulière avec les collaborateurs. On a dans la stratégie du cabinet, on avait une stratégie de mise en place d'un GNO à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, ou avec une volumétrie de dossiers à passer, un gain de temps chiffré qu'on devait avoir, puisque on avait placé aussi un nombre de dossiers à gérer par collaborateur qui était en évolution, donc on voulait absolument le suivre. Et on l'a fait en intelligence avec les collaborateurs. C'est-à-dire, c'est ensemble qu'on a choisi les indicateurs, c'est ensemble qu'on a choisi les dossiers. Et on faisait à chaque réunion mensuelle, on en parlait, et chaque réunion trimestrielle avec les collaborateurs,
on faisait un retour sur les indicateurs et où on en était sur les indicateurs de mise en place. Et du coup, vous avez mis quoi en place comme indicateur? Alors, c'était le nombre de dossiers qui avaient basculé sur Ingénéo. C'était, alors, il y a plusieurs aspects dans Ingénéo. Il y avait notamment un aspect qui faisait énormément peur, c'était la validation automatique. Pour un collaborateur, ne pas avoir une facture, je ne vais pas dire que c'est pas on n'est pas comptable si on ne regarde pas la facture. Donc, leur apprendre qu'on pouvait valider la facture sans la voir une fois qu'on avait fait, ça faisait 4 fois qu'on la voyait passer, qu'elle était juste, lui dire que maintenant vous ne la verrez plus, psychologiquement c'était À la dur. machine, quoi. C'est ça. Voilà. Et donc on a intégré cet indicateur-là du nombre de factures qui était automatisé. Donc on avait le nombre de dossiers basculés, le nombre de factures gérées par dossier et le pourcentage qui était automatisé. Pour pouvoir, après on avait des indicateurs parce qu'on avait 50% des dossiers qui étaient saisis au cabinet, c'était des indicateurs combien étaient gérés en direct, faisaient eux-mêmes leur scannage de documents, leur intégration dans Ingénéo, puisque le but c'était d'arriver à plus de 90% à moins de 2 ans. Et après, on avait comme indicateur également, c'était la volumétrie, le temps dégagé au niveau de la saisie. Puisqu'on saisissait les temps, et c'était aussi ça qu'on voulait voir. Donc, le temps gagné, saisie, révision. Parce que il faut bien comprendre que tout ça n'est pas forcément un gain de temps en saisie sur tous les dossiers, mais c'est un gain de temps sur l'ensemble du processus, puisque on le gagne beaucoup en révision. Alors tout ça, ça paraît évident à la date d'aujourd'hui, ça n'était pas forcément à l'époque. En tout état de cause, sur la partie collaborateur, à la date d'aujourd'hui, c'est puisqu'on a arrêté de suivre, mais on le sait, ça a été 1,5 fois le chiffre d'affaires géré. On a augmenté 1,5 fois la volumétrie de notre chiffre d'affaires avec des nouvelles missions, mieux facturées, puisque ça a dégagé du temps. Et de 12 collaborateurs, on est tombé à 10 collaborateurs. Donc, c'est voilà, le temps qu'on a gagné, on a affecté sur des missions. Du coup, Pascal, pourquoi c'est quelque chose que vous avez décidé d'arrêter une fois atteint l'objectif? Le suivi, parce que en termes c'est quasiment tous les clients qui nous scannent et qui nous déposent, donc indicateurs qui n'étaient plus à suivre. En termes de gain de temps, il n'y a pas forcément, il y a un temps à passer, mais voilà, il n'y a pas forcément plus de gain de temps à passer. Après, on a eu d'autres choses puisqu'on a changé de solution informatique. Voilà, et donc pendant 2 ans, on a arrêté de saisir les temps volontairement voilà, c'était une stratégie qu'on avait d'arrêter de saisir les temps pour se réorienter sur d'autres missions. Et là, on s'est remis à saisir les temps depuis 1 an. Mais donc, c'était plus à l'ordre du jour de suivre forcément ça. On a d'autres indicateurs qu'on suit, mais plus forcément sur la dématérialisation parce qu'on s'est rentré dans les mœurs, parce que voilà, et que c'est obligatoire maintenant aux clients. Ils doivent nous déposer obligatoirement par une des voies d'accès sur la plateforme Ingénéo. Ils n'ont pas le choix. On laisse plus de choix sur les nouveaux clients. Donc, d'accord. Pas forcément Et ça va, d'obligation. c'est bien accepté côté client? Il n'y a pas de réticence en particulier? Ça leur simplifie la vie quand même. Il y en a eu à l'époque, il y en a eu. Il ne faut pas se voiler la face parce que c'était pas aussi facile que ça. C'est pour ça qu'on a mis en place les scanners, qui étaient une solution de facilité. Et surtout que nous, on demande aux clients de nous mettre à disposition les pièces au fil de l'eau. C'est-à-dire, on a une récupération via Je déclare des relevés bancaires journaliers. Et on veut également que l'intégration des factures se fasse de façon régulière. Donc, nos clients nous déposent tous les jours. C'est la demande que l'on avait, et avec du scrapping. Bon.
tous ne le font pas forcément tous les jours, mais c'est de façon régulière. Donc, on a eu de la réticence qu'on a solutionnée par les scanners à l'époque. Maintenant, honnêtement, la réticence, c'est rentré dans les mœurs. Entre les mails que je transite, les prises de photos ou voilà. C'est pour moi un non-problème à la date d'aujourd'hui. D'accord. On s'en fait plus en interne un problème, on s'en fait plus en interne un problème en se disant le client va pas forcément accepter que le client, pour lui, c'est acté. Ça, le client lui-même, ouais. Au contraire, ça lui simplifie la vie, je pense, parce qu'au quotidien, il dépose ses factures sur le drive ou sur les différents canaux, plus l'appli mobile, c'est moins contraignant que d'imprimer et d'envoyer, quoi. Ouais, et un des atouts, alors maintenant, d'autres solutions pratiques, mais un des atouts qu'on avait à l'époque qui adorait les clients et qui nous a permis de se passer beaucoup de choses, c'était la reconnaissance pleine page et de l'ossérisation qui permettait à un client, et on lui montrait, même s'il le faisait pratiquer pas tous les jours, le simple fait de lui montrer qu'il pouvait faire de la recherche pleine page sur, voilà, vous avez acheté un marteau-piqueur, un maçon a acheté un marteau-piqueur, il ne se rappelle plus quand, mais il y avait une garantie dessus. Il n'a plus qu'à faire la recherche, il le retrouve. Ça plaisait énormément et ça plaît toujours d'avoir à disposition toutes les factures au travers de la plateforme. D'accord, ok, très bien. Du coup, si je reviens, Pascal, sur ce que vous disiez sur les bénéfices, du coup, gain de temps lié à l'automatisation comptable et à la simplification des processus. Et du coup, vous disiez que vous aviez généré 1,5 fois le chiffre d'affaires grâce en fait à l'automatisation de la facturation et en tout cas de la gestion de la production pour pouvoir commercialiser des nouvelles missions. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres améliorations que vous avez pu voir sur le cabinet en dehors de ces gains de temps ou amélioration du chiffre d'affaires? Alors oui, on a réussi à récupérer 2 clients, entre autres, et des clients qui faisaient un joli chiffre d'affaires. Un client qui faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'autre 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec voilà, et sur lesquels on a récupéré l'intégralité de la saisie sur les 2 dossiers avec une facture mois fournisseur, donc une grosse volumétrie. Pourquoi? Parce que il y a eu et ça a été une demande d'amélioration que j'avais demandé à l'époque et vous avez répondu présent. C'était la validation, le système de validation des factures. C'est-à-dire, moi j'avais et le client cherchait ça. C'était un magasin qui vendait entre autres du matériel médical pour des pharmacies, pour des hôpitaux, voilà. Ils avaient besoin d'avoir une traçabilité et la liaison bon de commande, facturation, bon de livraison. Ils voulaient avoir la validation en plusieurs étapes de plusieurs personnes. Il y avait différents services et avec une comptabilisation simplifiée. On a réussi à mettre en place. Alors là, je vous remercie parce que il a fallu le voir avec Sylvain, entre autres l'ingénieur, savoir comment le faire au mieux pour répondre aux besoins du client. Mais en tout cas, ça a marché. C'est-à-dire, on a à la date d'aujourd'hui 6 services avec 6 méthodes de validation de factures différentes. Et sur ces 6 services, chaque service n'a qu'à sa fonctionnalité. Je vous parle, par exemple, c'était le service orthopédie. Ils ne font que de la commande d'orthopédie, ça va dans un compte orthopédie pour avoir de l'analytique derrière. Et tout ça, ça l'a géré avec la validation, le rapprochement, bon de livraison, bon de commande, facture, avec la validation de la personne qui réceptionne, la validation du chef d'équipe et une vision par la comptable d'entreprise. Même si c'est nous qui saisissions tout, il y avait une personne pour faire les paiements, pour faire tout ça, une vision globale de tout. Voilà, ça nous a permis de récupérer un gros client comme ça qu'on n'aurait jamais eu si on n'avait pas eu ce système. Et ça nous permet de proposer à des clients qui ont leur propre service comptabilité à l'interne de récupérer et de rentrer dans leur entreprise et de vendre des missions de personnalisées.
C'est-à-dire, ils nous confient, ils nous délèguent carrément la comptabilité de leur entreprise. Et du coup, on a 5 clients où on y va régulièrement. Il y en a un, par exemple, on y est tous les matins. Et on dématérialise ces factures, mais du coup, on fait autre chose derrière. On a on fait le prépaiement des factures, puisque c'est toujours le client qui va facturer, mais aussi on fait l'analyse de tableau de bord. Voilà. Donc, et ça, on est rentré grâce à un généo à l'intérieur du système. Ouais, ça c'est intéressant ce que vous dites, Pascal, parce que du coup, vous avez toutes les entreprises en classique, entre guillemets, traditionnelles sur tout ce qui est saisie. Mais vous avez également les entreprises qui ont leur propre, parce que souvent on entend les experts comptables dire oui, mais bon, eux, ils ont leur propre service de comptabilité, etc. Donc en fait, on fait pas grand-chose. En fait, ce que vous montrez, c'est qu'avec les outils, on a quand même la possibilité d'apporter des services additionnels, même si l'entreprise a sa propre organisation comptable et sa propre solution de facturation. Tout à fait, c'est-à-dire sur le gros dossier, en plus, ça a été, ben, c'est les concours, c'est les circonstances qui font que, hein. En fait, leur comptable est parti, ils se sont retrouvés sans comptable. C'était aussi dur chez eux que chez nous de recruter. Et donc, Mmh. on a récupéré le bébé comme ça. Et par exemple, là, à la date d'aujourd'hui, on leur a délégué. Ils ont voulu réinternaliser la saisie. Donc, on leur a Mmh. redélégué. Et donc, ils sont sur Ingénio, ils sont sur notre logiciel de compta. Mais du coup, c'est eux qui le font et qui le gèrent comme si c'était des salariés. Donc, il y a aussi cette possibilité-là d'être assez flexible. Et ça plaît au chef d'entreprise. Pourquoi? Parce que si le collaborateur, son propre comptable était pas là, on peut prendre le relais très rapidement et il est sécurisé, quoi. Il est sécurisé. Ouais, et puis du coup, il y a un lien fluide en fait au travers d'Ingénéo Oui. entre vos services d'expertise comptable et le service comptabilité de l'entreprise. Et bon, on va pas se le cacher, hein, on, euh, on, on me note un peu notre clientèle, c'est-à-dire une fois qu'ils ont goûté à ça, c'est compliqué pour eux de sortir. Mm. Ils sont pieds et poings liés avec l'outil direct, puisque c'est notre logiciel de pré-compta, c'est notre outil de compta. Euh, voilà, et donc c'est très compliqué pour eux de partir après avec. Mm. Ouais, tout à fait. Et du coup, si je passe à la question suivante, on a quand même un petit peu abordé le sujet, mais quelles sont les fonctionnalités principales, Pascal, que vous jugeriez comme essentielles en fait aujourd'hui au cabinet? Et quelles sont celles que vous envisageriez demain de mettre en place au travers d'Ingénéo? Alors, les principales, mais voilà, moi je trouve que le scrapping, c'est quelque chose de primordial à mettre en place et la validation automatique qui va être, Même à si mon le sens, scrapping demain va baisser un peu avec l'avènement de la facturation voilà, électronique, avec la de facturation facto. électronique, tout ça va être un peu, voilà. Je pense que tous les services qui sont liés autour de la facturation, c'est-à-dire les systèmes de validation, ça c'est très apprécié des chefs d'entreprise dès qu'ils ont des services un peu grands. Voilà, dès qu'il y a une vraie structure. Euh, Et après, pour moi, ça va être des services additionnels qui sont en train et qui vont arriver, je suppose, euh, avec la data qu'on va pouvoir mettre à disposition à Ingénéo ouais, et des services. Mais à la date d'aujourd'hui, c'est vraiment l'après. C'est même pas un service, c'est le dossier qui se met à jour automatiquement quand on rentre un nouveau client. Donc ça, c'est oui, mais ça, c'est même pas un service complémentaire. C'est le chaînage aussi. Alors ça, alors j'avoue que je l'utilise pas trop, mais j'ai vu que vous l'avez mis à la fonctionnalité et ça, je voulais le mettre en place. C'est du manque de temps aussi. C'est les assurances pour après prévenir mes clients que l'assurance arrive à échéance et que c'est à lui de se poser la question est-ce qu'il faut dénoncer le contrat ou pas sur les crédits baux, qu'il n'oublie pas à lever le crédit bail. Donc,
tout ça, c'est des outils qui, à mon sens, sont des outils hyper utiles qui apportent un vrai service de conseil qu'attendent les clients. Parce qu'on ne va pas se voiler la face, c'est pas la présentation du bilan qui est, bon, à part quelques-uns, hein, c'est pas là-dessus qu'on apporte du conseil. Mais par contre, ça, ce sont des services annexes qu'on peut amener, qu'on valorise pas forcément en direct, mais qui font que les clients vont rester avec nous et parce que c'est du vrai conseil. On est vraiment sur de l'analyse. Après, oui, il va y avoir, pour moi, il y a des fonctionnalités que je suis en attente, mais ça, il va falloir la data pour ça. Hein. Ça va être des analyses de rentabilité, mais c'est pour ça qu'il faut rentrer dans la facture. C'est par exemple, à mon sens, chez un boulanger, le coût moyen d'achat de la farine, est-ce que mon client est au-dessus, au-dessous, pour lui apporter du vrai conseil derrière. Ouais, c'est exactement le sujet. Et d'ailleurs, en fait, la prochaine question, c'est comment vos équipes ont accueilli la transition, mais on en a déjà parlé. Du coup, Pascal, j'aimerais en profiter pour avoir votre opinion sur tout ce que vous avez mis en place. C'est quand même hyper novateur en 2019. Là, on a un réglementaire qui s'accélère. Et d'ailleurs, il y a des questions dans la salle sur, notamment Cécile Mathieu qui pose la question, du coup, avec l'avènement de la facturation électronique, est-ce que l'organisation que vous avez mis en place va être reconsidérée? Qu'est-ce que vous voyez comme impact de la facturation électronique va avoir sur votre cabinet et sur l'utilisation des solutions telles qu'Ingenio? Bon, il y a des questions. Comment je vois l'organisation? Alors, l'organisation qu'on a mis en place, c'est justement pour se préparer à la facture électronique. Donc, moi, la vision sur le sujet, je ne l'ai pas dit parce qu'on parle pourquoi Ingénieur, c'est que je veux un système qui soit ouvert. J'ai envie de pouvoir aller choisir les logiciels qui sont les plus performants dans leur domaine. Donc, et chaque année, on audite entre 3 et 4 solutions dans un peu tous les domaines pour voir s'il y a des évolutions, pas d'évolution. Il y en a qui évoluent, il y en a qui évoluent moins, voilà. Et après, on fait notre choix. Est-ce qu'on change, est-ce qu'on ne change pas? Donc, notre solution, c'était de dire, on a une solution de pré-comptabilisation, donc il nous faut une solution qui va pouvoir agglomérer tout ça. Est-ce que le logiciel de compta va le faire? J'ai des grosses questions à la date d'aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, puisque la TDP, c'est en train de, voilà, ça bouge dans tous les sens. Donc, en tout cas, l'organisation qu'on a choisie pour être prêt au cas où, c'est de se dire, on a une solution où on va pouvoir recentrer tout et que ça aille dans notre outil de comptabilité. Je ne veux pas que ça soit mon outil de comptabilité pour pas être pieds et poings liés avec mon outil de compta. Donc ça, c'est la première. Et donc, on est prêt à la date d'aujourd'hui, s'il le faut, à basculer. Ça va pas changer grand-chose. Allez, la facture électronique va peut-être nous faire gagner encore un peu de temps par rapport à la date d'aujourd'hui, parce que oui, il y a 20% allez, il y a 70-80% de factures qui se comptabilisent tout seuls à la date d'aujourd'hui, en automatique. Donc, il reste ces 20% là qu'avec la facture électronique, on va gagner en temps parce que ça va directement y aller. Je demande à voir parce qu'on va avoir, je pense, encore le temps de mise en place, le temps qu'on gagne ça. Je pense. C'est ça. Donc, sur cette partie facture électronique, on est à peu près. Là où on est le moins près à la date d'aujourd'hui, c'est la facture que nos clients émettent des factures électroniques. Et donc là, à la date d'aujourd'hui, on a fait l'état des lieux de nos clients qui n'émettent pas avec un logiciel qui peut basculer sur des factures électroniques pour leur proposer des logiciels qui soient capables d'envoyer en format X, en facture électronique. Donc, notre travail à la date d'aujourd'hui, c'est plus ça, c'est-à-dire que nos clients se préparent à pouvoir émettre des factures électroniques que la problématique de réceptionner et de gérer la facture électronique. Voilà. Donc, en termes de stratégie, nous, on en est là. Après, c'est vraiment l'ouverture qu'on veut faire de l'outil.
Moi, je veux avoir des outils qui sont ouverts. On a changé de certains outils parce que on voyait qu'ils voulaient nous amener dans un entonnoir et eux géraient tout, il fallait passer que par eux. Et le jour où on veut partir, voilà, voir, on se fait supplanter par la solution qu'il a proposée en direct à nos clients demain. Et puis c'est terminé, on est supplanté du jour au lendemain. Or, là, c'est pas le cas. On a le logiciel de pré-compta, on a le logiciel de compta, et tout ça, et quand je parle d'ouverture, on a un logiciel aussi de supervision de tout le cabinet qui arrive à capter dans les différents logiciels où ils en sont. Nous, en étant dans notre logiciel de gestion cabinet que l'on a, il est capable, parce que Ingénio l'a autorisé, de savoir combien il reste de factures à latence dans Ingénio. Donc c'est ça, moi, que j'attends des logiciels que je choisis, c'est-à-dire qu'ils aient cette ouverture-là et qu'ils puissent s'interconnecter. Je Hmm. crois que c'est l'arme de demain. Hein. Ouais. Après, moi, je pense, Pascal, si je peux me permettre, c'est qu'effectivement, là où aujourd'hui vous receviez des documents, entre guillemets, et que la saisie se faisait en reconnaissance automatisée et autres, demain, on n'aura plus de documents, on aura de la data. Mais c'est juste l'amont du cycle qui va changer. Enfin, tout le reste va être quasiment identique. C'est-à-dire qu'il va falloir récupérer la donnée, il va falloir l'imputer en comptabilité, il va falloir la vérifier, etc. Donc, de toutes les façons, en fait, moi, ce que je pense, c'est que à partir du moment où vous avez déjà acculturé vos clients et habitué vos clients à utiliser un portail, à déposer des factures, bah, demain, ils déposeront plus. Demain, ils iront consulter la réception des factures, ils iront consulter le statut des factures, la mise en paiement et autres. Donc en fait, pour eux, ça va pas changer grand-chose. Les notes de frais, bah, ils seront quand même obligés de les faire. Euh, et en fait, le seul truc, c'est que ça va encore plus simplifier le processus parce que derrière, ils auront plus besoin de déposer de documents. Oui, et c'est pour ça que je dis que ça va changer plus les habitudes du client qui va devoir émettre un facture électronique et aller vérifier l'état de la facture pour pouvoir payer, que Mmh, les habitudes du cabinet. Bon, après, c'est je ça. suis un peu dans l'attente de la mise en place de la facture électronique. Hein, c'est mouvant, Mmh, c'est peu. Il y avait une PPF qui simplifiait un peu tout, puisque tout pouvait se connecter sur une PPF. À la date d'aujourd'hui, la PPF a quand même disparu. Donc, on mmh, va voir comment on va interopérer les différentes PDP qui peuvent exister dans notre écosystème. Mais en soi, ça ne changera pas grand-chose. Les collaborateurs, moi, quand on a changé, quand on est passé en GDO, on a changé à la demande des collaborateurs le nom des collaborateurs. Ce ne sont plus des mmh, comptables. Ce sont des data controllers. Pourquoi? Parce qu'ils vérifient plus, ils font plus de la saisie comptable, ils font de l'analyse de données. C'est-à-dire, la donnée arrive et ils contrôlent que la donnée et la proposition d'écriture, c'est la bonne. D'où le nom de data, on contrôle de la data. mmh. Mais cette partie-là, c'est réduit comme un pot de chagrin en partie saisie euh, et a laissé place à la partie révision. Donc, mais c'est déjà le cas à la date d'aujourd'hui. Donc, en soi, la facture électronique, on est déjà prêt à, voilà. Après, il faudra voir dans la pratique. On n'est pas à l'abri qu'il y Là ait où je des vous rejoins, chiffres. en fait, Pascal, c'est que le premier sujet de la facturation électronique, c'est déjà la capacité d'avoir un portail où le client final va pouvoir interagir avec son expert comptable pour récupérer de la visibilité sur ses données de facturation. C'est le premier Ouais. sujet. Donc, pourquoi? Parce que ce portail, il sera connecté avec la PDP, les PDP, et il sera connecté avec la DGFIP. Et que derrière, en fait, le client qui est habitué à aller sur un portail, à déposer des factures, à interagir avec son expert comptable, bah, il aura la même démarche, sauf qu'au lieu de déposer des documents, bah, il va regarder les statuts de ses factures, les tableaux de bord, et il va pouvoir interagir avec son expert comptable sur effectivement le règlement des factures, sur le rapprochement, ce que vous disiez tout à l'heure, sur le chaînage documentaire, ou sur des interrogations que l'expert comptable peut avoir vis-à-vis de son client final ou le client final vis-à-vis de son expert comptable. Et en fait, c'était tous ces processus de validation, d'automatisation des processus en deçà en fait du dépôt documentaire qui va prendre tout son sens au travers du portail de facturation que vous utilisez déjà, in fine.
Et c'est exactement ça. Mais la seule, voilà, moi, ma crainte, mais c'est une crainte personnelle, hein, je croise les doigts pour que toutes les PDP communiquent bien. alors, il y a une tendance vers PayPal, hein, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle qui pourrait simplifier l'interopérabilité des PDP, mais j'ai entendu dire que certaines PDP voulaient pas s'ouvrir, donc ça va être compliqué. Donc une PDP qui se ferme, c'est par définition une PDP qui peut pas vivre, hein, parce que le propre de la PDP c'est l'ouverture justement. Et je rejoins aussi ce que vous disiez Pascal sur le fait d'être indépendant des outils de production comptable. Nous, c'est notre vision également. Pourquoi? Parce qu'on voit de plus en plus les outils de production comptable qui essayent de gratter de part et d'autre et qui, à un moment donné, on ferme les gens dans un système où vous pouvez plus en sortir. Et à la fin, vous pouvez tellement plus en sortir que peut se poser la question de qui a le lien avec la relation avec le client final, in fine. Est-ce que c'est l'outil de production comptable ou est-ce que c'est l'outil social ou est-ce que c'est l'expert comptable? Tout le vrai sujet de l'expert comptable, c'est de garder ce lien essentiel de proximité avec l'entreprise. Donc, de savoir s'affranchir en fait des outils de production qu'il y a derrière. Parce qu'aujourd'hui, vous avez celui-ci. Alors, on viendra d'ailleurs, parce qu'il y a une question dans le chat sur quel est l'outil de production comptable que vous utilisez, le ou les outils, parce qu'on a aussi des cabinets d'expertise comptable qui font beaucoup de croissance externe et qui du coup se retrouvent avec plusieurs solutions de production comptable. Et en fait, la production comptable en elle-même devient presque plus un sujet. Votre sujet, c'est la relation client maintenant. Et c'est les services de proximité et les services additionnels que vous allez pouvoir mettre à disposition de vos clients finaux, quel que soit l'outil de production ou quelle que soit la production comptable qu'il peut y avoir derrière. Oui, mais quand on a brainstormé sur les outils comptables, effectivement, on a fait très attention de savoir quel positionnement avait la solution par rapport à l'expert comptable. Et on en a Mmh, éliminé qui étaient sûrement très bonnes par la position qu'ils pouvaient avoir. Et c'est j'ai ça, éliminé aussi exact. des solutions qui ne jouaient pas le jeu avec la profession. Là, voilà, qui refusaient de communiquer avec je déclare ou je facture. Mmh. Donc, c'est en ça que je dis qu'il faut l'ouverture. À mon sens, il faut que tout le monde travaille dans le même sens et qu'on ait la possibilité d'avoir des outils. Alors, je sais pas, après, on me demandait quel outil j'utilise. En production comptable, j'ai été Sage, je suis à la date d'aujourd'hui à Giris. Et Vous avez déjà changé entre 2018 et aujourd'hui. j'étais en 2018, j'étais Sage, mais parce que à l'époque, Sage voulait fermer et limiter. Ils ont changé leur vision, voilà. Mmh. Euh, et après, j'utilise un logiciel de supervision de tout, et de gestion des tâches et de mise en production des bilans et de chaînage qui s'appelle Octovision, qui permet entre autres de pouvoir, si j'ai plusieurs logiciels comptables, ils s'interconnectent avec plusieurs Ils sont partenaires avec Ingenio d'ailleurs. Ouais. Mmh. et qui sont partenaires avec Ingenio, qui va, voilà, Mmh. qui nous permet d'avoir une plateforme de suivi global, c'est sûr, parce que je suppose même qu'on risque d'avoir demain, c'est une vraie question qu'on se pose à l'interne, plusieurs outils de production comptable. Mmh. En fonction des clients, en fonction des. Bah, moi, c'est ce que je vois de plus. Alors il y a deux approches en fait sur le marché de l'expertise comptable. Il y a ceux qui veulent tout mettre, vraiment, mais tout mettre dans un outil de production comptable, du sol au plafond. En fait, ils sont pieds et poings liés avec le même outil de production comptable, avec l'avantage que ça peut représenter, mais également les risques que ça peut représenter. Changement de politique tarifaire, changement capitalistique ou autre, voire même évolution de la stratégie de l'outil de production comptable. Et puis, il y a ceux qui, effectivement, soit par choix, soit par croissance, vont se retrouver avec plusieurs outils de production comptable. Et on voit bien, en fait, ce que vous disiez, Pascal, c'est que le changement d'habitude des collaborateurs, c'est pas simple. Le changement d'habitude des entreprises, c'est pas simple non plus. Donc, plus on s'affranchit, en fait, d'un environnement où on se dit là, on est sûr que ce front de client il changera pas, quel que soit ce qui peut se passer derrière sur mon cabinet, croissance externe, fusion, acquisition ou même volonté de changement, parce que l'outil de production comptable, à un moment donné, il a une stratégie qui ne vous correspond plus.
Et ben, dans ces cas-là, on voit de plus en plus de cabinets d'expertise comptable qui ont plusieurs outils. Et exactement ce que vous disiez, Pascal, soit pour des cibles d'entreprises différentes, parce qu'il y a certains outils qui sont plus adaptés à des TPE, PME ou de la création d'entreprises, d'autres qui sont plus adaptés à des situations un peu plus complexes, un peu plus grosses, soit parce que il y a une croissance externe au niveau du cabinet qui fait que vous récupérez un cabinet qui n'a pas le même outil de production comptable que celui que votre cabinet a aujourd'hui. Vous n'allez pas faire une révolution et changer les habitudes de travail de tous vos collaborateurs en un claquement de doigts. Donc, soit c'est une stratégie de dire, dans le temps, je vais mutualiser, soit je vais accepter qu'il va falloir vivre avec plusieurs outils de production comptable. Et dans ce cas-là, la vraie question stratégique à se poser derrière, c'est comment je simplifie en fait cette approche vis-à-vis de mon client final et comment je fais en sorte, encore une fois, d'être visible en un point unique par mes clients. Le portail à mes couleurs, l'application mobile à mes couleurs, les services additionnels que je vais mettre à disposition de mes entreprises clientes au travers d'un système collaboratif ou d'un portail qui me correspond. J'ouvre ou je ferme les services que j'ai envie de mettre à disposition. Je ne suis pas dépendant d'une volonté stratégique d'un éditeur de logiciel, et pourtant je suis éditeur de logiciel, de m'imposer un tout en un, alors que ça ne correspond pas à la stratégie de mon cabinet. Donc, je veux pouvoir aussi avoir un système de mise à disposition à la carte, soit en fonction de mes clients, soit en fonction de ma stratégie et de l'évolution de mon cabinet. Et ça, c'est fondamental pour moi. C'est-à-dire que le rôle de l'expert comptable, il est de décider en fonction de votre cible client et de votre stratégie, de la façon dont vous allez adresser vos entreprises clientes derrière. Donc, tout à l'heure, on parlait, Pascal, de vos stratégies de différenciation et de diversification sur la RSE. C'est un vrai choix stratégique du cabinet, la RSE. Il y a d'autres cabinets, ils vont pas du tout y aller parce que ça ne leur correspond pas. La gestion patrimoniale, c'est pareil, c'est un vrai choix stratégique. Donc voilà, après, la vraie question qu'on peut se poser, c'est si ce portail devient le portail de relation avec vos entreprises, c'est pourquoi ne pas mettre à disposition la gestion patrimoniale et le suivi RSE et tout ce qui est reporting extra-financier à travers de ce même portail qui, in fine, devient votre point d'entrée unique pour vos entreprises clientes. Et après, c'est des réflexions qu'on est en train de mener, nous, chez Engeneo et qu'on mènera ensemble, Pascal, au travers du club utilisateur, parce qu'encore une fois, notre volonté, c'est d'être votre solution. Donc, si le club utilisateur nous dit oui, ça c'est vraiment ça qu'on veut et c'est ce vers quoi on veut aller, on ira. À l'inverse, si vous nous dites non, non, pas du tout, ça nous intéresse pas, on n'ira pas. Voilà. Du coup, avant de prendre les questions et de présenter Engeneo, oui, pardon, Pascal. Je précise aussi juste une chose. Le choix d'Engeneo, c'était aussi un processus durable, puisqu'ils sont situés à Montpellier et que voilà, c'est français. C'est bien. Exactement, tout à fait. C'est vrai que c'est important, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai, le Made in France, en fait, en s'affranchissant de la marinière, on est quand même content d'avoir une économie fructueuse et cette économie, elle passe aussi par la capacité à dire est-ce que je vais privilégier une solution française ou est-ce que je vais aller chercher une solution qui externalise ses ressources ou qui, voire même, ne profite pas à l'économie nationale. Donc après, on peut être chauvin ou on peut ne pas l'être, mais on est tous bien contents de faire partie de cette économie qui nous va bien. Et il n'y a pas que ça, il y a la souveraineté aussi. Exactement, il y a aussi la cybersécurité, la souveraineté. Je ne souhaite pas voir les données de mes clients à partir à l'étranger. C'est ça, exactement. Du coup, alors on arrive presque à la fin de ce webinaire, pas tout à fait, mais on a bien entamé. Du coup, si on devait résumer, Pascal, l'impact d'Ingeneo aujourd'hui et l'impact que tu verrais demain d'Ingeneo à l'intérieur de votre cabinet. Alors, l'impact d'aujourd'hui, ça a été, c'est vraiment le gain de temps que ça nous a fait gagner pour pouvoir développer d'autres missions. L'impact que ça devrait avoir si tout, voilà, si Ingénéo suit le processus et tel que je le vois, ce qu'il devrait faire, ça serait un impact de globalisateur de front avec nos clients pour pouvoir proposer les différentes missions qu'on va devoir avoir. Et encore une fois, je précise, je ne demande pas forcément à Ingénéo de gérer la durabilité, de gérer tout ça, mais d'être en capacité d'être le front et de s'interopérer avec des spécialistes du domaine.
Si un généro devient spécialiste du domaine, pourquoi pas? Voilà, si c'est le logiciel qui est à la pointe là-dessus, pourquoi pas? Mais à minima, qui sème des repères et qui puisse, voilà, que je sais pas, lui, à mon client, le but c'est de lui faciliter la vie et qu'il n'ait pas 10 000 solutions en front. Voilà. Et qu'il ait les meilleurs outils à disposition malgré tout. Donc, un généraux ne pourra pas tout faire, je le sais, et c'est tant mieux parce que on peut pas être bon partout. Mais à minima, qu'il soit mon front et qu'il puisse me servir au maximum pour me proposer des nouvelles missions. Et s'ils ne les font pas, je vais aller chercher ailleurs. Voilà, moi, l'impact que je souhaite qu'ils aient. Et après, voilà, ça va dépendre de ce que vous développez, à mon sens, et à la vitesse à laquelle vous le développez aussi. C'est ça. Alors après, il y a ce qu'on décidera de développer nous-mêmes et il y a effectivement ce que vous disiez, Pascal, ce qu'on décidera d'embarquer. Parce que des fois, il vaut mieux rester sur son métier de base. Nous, c'est quand même l'automatisation comptable. Ça, c'est notre cœur de compétence. Après, derrière, il y a des gens dont c'est plus le métier sur la gestion patrimoniale et ce genre de choses, parce que c'est des sujets sur lesquels on est en train de regarder. Effectivement, on embarquera la solution en marque blanche dans notre portail. Voilà, Et ça fera partie des choix du club utilisateur de nous dire ce vers quoi aussi vous souhaiteriez mettre le curseur et privilégier l'interfaçage. Du coup, avant de prendre les questions, juste rapidement, on a parlé, mais rapidement, sur ceux qui ne connaissent pas CPO. Donc, CPO, c'est quand même un groupe voilà, franco-français, pan-européen maintenant, puisqu'on se développe aussi sur l'Europe, qui est présent à Montpellier et pas que à Montpellier. Donc, le siège est à Montpellier, mais qui est aussi présent partout en France, en Espagne et en Belgique, et qui a pour vocation d'accompagner les professionnels, principalement les professions réglementées ou les métiers tels que l'immobilier ou les entrepreneurs, sur la digitalisation de leur métier de base. Donc, on est vraiment sur des solutions logicielles verticalisées pour adresser certaines professions, notamment les notaires, les avocats, direction juridique, les experts comptables. Puis après, on a les acteurs de l'immobilier, les acteurs de l'hospitality, et puis enfin, en dernier, les entreprises sur la partie RH. Donc, c'est à peu près maintenant 3000 collaborateurs répartis en France. On couvre 7 pays au travers de nos solutions. Et on fait un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros pour l'année 2024. Ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'effectivement, notre métier de base, c'est la pré-comptabilité, l'automatisation comptable. Et puis, on a développé, en fait, en amont et en aval de cette récupération documentaire et de cette imputation comptable, des métiers pour aller vraiment adresser tout le cycle de vie de gestion des factures. Gestion du cycle de vie de la facture fournisseur, mais aussi gestion du cycle de vie de la facture de vente, et puis gestion du cycle de vie de la note de frais ou de l'écriture bancaire. Et en fait, tout ça avec comme vocation, comme on le disait tout à l'heure, de dire tout ce sujet-là doit être automatisé un maximum et doit être aussi juste que possible pour pouvoir dégager un maximum de temps sur autre chose. Plus on vous automatise en fait cette collecte, cette écriture comptable, cette récupération d'informations, et plus derrière vous dégagez du temps pour accompagner vos clients là où ils vous attendent. C'est la gestion de trésorerie, la gestion du patrimoine, la défiscalisation ou ce genre de choses, ou voire même l'accompagnement juridique. Et en fait, ça, c'est essentiel, comme le disait tout à l'heure Pascal, parce que vous allez pouvoir générer du chiffre d'affaires additionnel en dégageant en fait du temps sur la partie production comptable. Donc, notre métier de base, c'est collecter soit du document facture, soit de la data de facturation, de la gestion des notes de frais ou des relevés bancaires pour pouvoir après les imputer en comptabilité, les contrôler, les valider et après les déverser dans votre outil de production comptable. Et puis autour de ça, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a développé des services additionnels parce que qui dit récupération dit document dit archivage. Donc, on a développé une gestion électronique documentaire, mais qui ne s'arrête pas aux outils de production, aux documents comptables, mais qui permet à votre cabinet d'offrir une gestion électronique documentaire à vos clients pour aller classer des documents sociaux, pour aller classer des documents juridiques, pour aller classer d'autres documents. Et ça, selon un plan de classement que votre client définira.
Donc ça, c'est la GED mise à disposition de vos clients finaux, mais vous avez aussi la GED du cabinet qui, elle, n'est pas visible de la part de votre client final. Le portail client collaboratif, donc c'est votre interface entre vous et vos clients pour valider, pour échanger sur justement du rapprochement ou un document manquant ou des interrogations que vos comptables peuvent avoir vis-à-vis des entreprises. L'e-assistant, c'est comment je simplifie l'accès à l'information. Alors, on parlait de l'outil recherche tout à l'heure qui permet d'aller chercher de l'information à l'intérieur d'un document, mais cette recherche, elle peut se faire aussi en dynamique par du langage naturel en posant une question à un e-assistant, donc soit en utilisant vos outils du quotidien tels que Teams, soit par de la voix, et juste poser à l'intérieur quels sont mes principaux fournisseurs, quels sont mes principaux achats, si je continue comme ça, est-ce que ma trésorerie est OK, etc. Et donc cet IA assistant, il est en train de se nourrir de par ce qui est fait par l'expert comptable, mais également de par ce qui est demandé par les entreprises pour pouvoir simplifier la recherche et l'accès à de l'information. De la signature électronique à valeur probante, parce qu'aujourd'hui, si vous utilisez une gestion électronique documentaire et que vous déposez des documents, pourquoi pas utiliser cette GED pour aller mettre à disposition en signature à des clients finaux certains documents, ça peut être des lettres de mission, ça peut être autre chose, et puis déporter cette signature électronique sur vos clients finaux entreprises pour qu'ils puissent l'utiliser aussi vis-à-vis de leurs clients ou vis-à-vis de leurs collaborateurs. Et puis un module de facturation donc, qui est en train de se finaliser. Et puis derrière, c'est vraiment se dire, finalement, la gestion administrative comptable ou la gestion administrative liée à la facturation, elle peut s'automatiser, elle peut se simplifier. Et comment l'expert comptable, qui est aujourd'hui le conseiller du quotidien des entrepreneurs, va permettre d'accompagner la digitalisation des entreprises et va pouvoir contribuer à l'économie française grâce à son accompagnement sur la gestion de la trésorerie et sur la pérennité des entreprises. Alors ça, c'est une grosse vision, une grosse mission, une grosse vision d'aller accompagner l'entrepreneuriat français. Mais nous, on est convaincus que l'expert comptable est aujourd'hui le lien réel entre l'entrepreneur et l'économie. Et que derrière, c'est le rôle de l'expert comptable d'apporter tous ces conseils pour faire qu'une entreprise qui n'est pas forcément très à l'aise sur les chiffres puisse s'appuyer sur son expert comptable pour se dire est-ce que je fais cet achat maintenant ou pas, est-ce que je le déporte, et ça passe par des outils derrière parce que la vocation d'une Généo, c'est de fournir à l'expert comptable tous les outils dont il a besoin pour faciliter cette approche de conseiller. Et nous, on n'a pas pour vocation d'aller accompagner les entreprises en direct, mais d'accompagner les entreprises au travers de l'expert comptable grâce à nos outils. Encore une fois, notre métier, c'est pas de développer du conseil, mais c'est de vous simplifier cette approche de conseil. Et si on regarde un petit peu en gros macro, donc c'est gestion des factures fournisseurs, comptabilité de trésorerie, gestion financière. Donc c'est toutes ces solutions qu'on met à disposition sur le portail au travers, après, derrière, d'un portail dont on a parlé, mais derrière la PDP, pour moi, c'est juste du routage. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez tous fait tout ça, on va aller router sur la PDP et on va aller router auprès de la DGFiP. Donc, le routage, en fait, il est pas si simple que ça parce que derrière, vous allez avoir PayPal pour tout ce qui est facture étrangère, PayPal France si ça devient l'interface d'interopérabilité des différentes PDP, mais également Chorus Pro pour les factures gouvernementales ou avec le public. Et puis enfin, la PDP et derrière le portail direct de facturation et l'annuaire. Voilà pour tout ce qui est Ingénéo. Alors, ce que je propose, c'est que Pascal, maintenant, on prenne les questions. Je ne sais pas si vous souhaitez rajouter des choses par rapport à ce que je viens de dire. Non, je pense que c'était assez complet. Ok, alors si je prends les questions, donc on en a pas mal. Est-ce que l'amélioration du CA, donc chiffre d'affaires décrite par Pascal, correspond à des missions traditionnelles comptables, fiscales ou sociales ou à d'autres missions? On en a un peu parlé, mais peut-être que c'est bien de revenir sur le sujet. D'autres missions. C'est vraiment d'autres missions. C'est vraiment d'autres missions et voir des missions comptables, mais sur des clients qu'on n'avait pas et qu'on n'aurait jamais pu prendre. Je me sentais pas de saisir la même 1000 factures mois. J'étais incapable en termes de production, si j'avais pas eu ces outils-là, de saisir 1000 factures mois en achat. Parce que j'en avais autant en vente. Okay. Avec quel logiciel de compta fonctionne le cabinet? Donc, on en a parlé aussi. Isaconta.
Voilà. Et, et- Euh, et pour les BNC, on a un logiciel spécifique qui s'appelle Limpide. d'accord. OK. Une autre question, c'est de quoi parlez-vous exactement en termes de validation de facture? En quoi ça consiste, la validation de facture? La validation de facture, pour moi, c'était le fait qu'elle soit correcte en termes d'écriture comptable. Et donc, la validation automatique, c'est le fait que je considère que ça fait plusieurs fois, trois, quatre fois qu'elle est correcte et que je sais que le code de TVA, c'est le bon. Parce qu'en plus, on a des codes de TVA dans la Agiris pour que ça fasse les déclarations de TVA semi-automatisées. Donc, à partir du moment où je considère que tout est correct, c'est là où on passe en validation automatique. C'est-à-dire, on ne la voit même plus passer. Voilà, le client l'a fait et ça part directement dans le logiciel comptable sans qu'on la voit. Alors, j'ai une autre question de Jean-Michel, c'est que vous parliez d'Agiris, mais est-ce que, Pascal, vous utilisez la GED de Willib ou l'interface Banet d'Ingenio ou la GED d'Ingenio? Alors, je n'utilise pas Wellib, ni la GED d'Agiris, donc j'utilise pour tout ce qui est facturation et mise à disposition Ingenio. Et après, j'attendais la nouvelle version pour savoir si d'Ingenio, qui est arrivée en janvier, pour savoir si j'en faisais la GED frontale avec mes clients ou pas. Très clair. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions qu'on a posées aujourd'hui. Un grand merci, Pascal, pour ce retour d'expérience. Je pense que c'était vraiment très enrichissant de redresser un peu le portrait des enjeux que vous êtes en train de relever en tant que professionnel de l'expertise comptable. De voir en quoi en fait la réglementation va impacter ou pas en fait finalement la façon dont votre cabinet fonctionne aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste une continuité et que c'est presque un non-sujet, et de voir effectivement comment en tant que conseiller du quotidien des entreprises vous vous positionnez aujourd'hui. Ce qu'on voit bien, c'est que la différenciation, la diversification, elle est essentielle pour les cabinets d'expertise comptable, que cette différenciation et cette diversification, elle passe par la capacité d'automatiser des tâches un peu répétitives et à faible valeur ajoutée, entre guillemets, hein, parce que même si c'est le métier de base, la saisie comptable, ça reste quelque chose qui peut être automatisé au profit de sources de revenus additionnelles et donc du coup de diversification. Et ce qui est intéressant de montrer, c'est que finalement, la réglementation sur la facturation électronique pour des cabinets d'expertise comptable qui ont déjà pris le pli de cette transformation, ce ne sera pas un sujet, en fait. Mais par contre, le vrai sujet, ça va être l'interface client et la capacité qu'a le cabinet à se rendre visible et entre guillemets incontournable vis-à-vis de ses entreprises clientes sur différents plans métiers, pardon, sur la gestion de la facture, mais pas que, ce que vous disiez Pascal, sur la gestion patrimoniale, sur la gestion juridique, sur la RSE ou d'autres sujets en fait où finalement bah, aujourd'hui votre entrepreneur il est peut-être un peu perdu, il se pose la question de qu'est-ce que je peux faire, donc il va consulter différents intervenants, sa banque, il peut consulter d'autres personnes spécialisées, mais en fait finalement il va aller naturellement vers son expert comptable et donc c'est vrai que c'est le rôle de l'expert comptable de diversifier un peu sa palette de services pour être vraiment le point unique d'accompagnement des entrepreneurs parce qu'ils ont tous la question juridique, ils ont tous la question de la RSE, ils ont tous la question de la gestion patrimoniale, de la défise et ce genre de choses. Et ben aujourd'hui, vous pouvez leur apporter tous ces sujets d'interrogation et toutes ces réponses. Et moi, je trouve ça bien que ce soit l'expert comptable qui prenne ces sujets-là. Donc, on est content d'accompagner la profession vers ça. Et on est content de pouvoir contribuer à l'automatisation de la saisie comptable, de la pré-comptabilité et tout le reste pour justement simplifier la vie des cabinets et digitaliser et les cabinets et les entrepreneurs derrière. Voilà. Alors, pour ceux qui voulaient voir la solution, parce qu'il y a des gens qui ont dit on aurait bien voulu voir la solution, bah, c'est bien, ça veut dire qu'on vous a intéressé et c'est tant mieux. On peut vous proposer bien sûr des démos personnalisées à l'issue de ce webinaire, donc n'hésitez pas soit à contacter Pascal en direct pour rentrer un peu plus en profondeur sur la transformation qu'a opéré le cabinet Fisentia depuis 2019, soit de me contacter ou contacter Septéo Expert Comptable Ingénéo pour avoir une démonstration de la solution. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous. Vous avez été nombreux à assister à ce webinaire, donc ça me fait plaisir.
Ça montre qu'on est dans le bon sujet. Merci beaucoup, Pascal. C'était vraiment, comme d'habitude, passionnant et très enrichissant. J'ai Merci hâte à de tout le monde. continuer les échanges au travers du club utilisateur parce qu'on vous prépare plein de choses. Sans Merci à souci. tous. Et puis, bon vent, bon voyage et à très vite dans ces beaux sujets de transformation. Et puis, comptez sur nous, on sera là. Merci à tous. Bon appétit. Merci beaucoup. À bientôt.